Chèque pour les médias. Chaque Français donnerait un chèque média pour éviter le subvention de toujours les mêmes. Et chaque Français choisirait son média, subventionnerait son média. Qui paye ce chèque ? Les 4 milliards les 4 milliards qu'on donne à l'audiovisuel public, on économise la moitié. Et les 2 milliards qui restent, les Français les donneraient aux médias de leur choix, 50 € par an. Nicolas Dupont-Aignan, président. En 2027, son projet crée la polémique dans les grandes gueules. La campagne présidentielle de 2027 commence déjà à prendre forme. Et parmi les candidats qui souhaitent peser dans le débat national, Nicolas Dupont-Aignan entend bien faire entendre sa voix. Invité de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, le président de Debout la France est venu défendre son projet pour la France et présenter les grandes lignes de son programme politique. Un programme qu'il a notamment développé dans son ouvrage intitulé « 2027, la liberté ou la mort ». Mais face à lui, le débat a rapidement pris une tournure musclée. La chroniqueuse Joëlle Dagosseri a vivement contesté plusieurs de ses propositions, allant jusqu'à qualifier Nicolas Dupont-Aignan de l'étatiste de la pire espèce. Entre défense de la souveraineté nationale, contrôle de l'économie, protection du pouvoir d'achat et accusation de dirigisme, l'échange a illustré les profondes divisions qui traversent aujourd'hui la vie politique française. Alors que propose réellement Nicolas Dupont-Aignan ? Pourquoi son programme suscite-t-il autant de critiques? Et ce projet peut-il séduire les Français à l'approche de 2027? Retour sur un débat particulièrement animé. Face au GG, le candidat à l'élection présidentielle, maire de hier, Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour à vous. Avec ce livre 2027, La liberté ou la mort, aux éditions Fayard. Vous êtes le 31e candidat ? C'est pas la question. On verra sur la ligne de départ à la fin. L'important, c'est Pour l'instant, vous n'êtes pas sur la ligne de départ, là. Mais personne n'est sur la ligne de départ. La ligne de départ, c'est quand Philippe, par exemple, ligne de départ, c'est Jean-Luc quand... Mélenchon. La ligne de départ, c'est quand on a nos 500 parrainages. Mais je l'ai déjà eu, et je suis maire moi-même, il y a beaucoup de maires qui me font confiance, et j'espère, bien sûr, je ferai tout pour être sur la ligne de départ. Ce que je veux dire, c'est que ça va s'écrémer. On nous fait le coup à chaque fois. Voilà, c'est un marronnier. Bon, il y aura à la fin une dizaine de candidats. Y retourner. J'y serai pour une raison très simple, unique. Et c'est le thème de mon bouquin, de ce livre. C'est que je pense que je serai le seul pendant cette campagne à demander la sortie de l'Union européenne pour reprendre notre liberté. Parce que j'ai analysé, après des années de vie politique, j'ai changé d'avis là-dessus. Je pensais qu'on la changerait de l'intérieur. Et j'explique dans ce livre pourquoi on ne peut plus la changer de l'intérieur et pourquoi il y a un moment, si on veut résoudre nos problèmes, industrie, agriculture, sécurité, immigration, énergie, il y a un moment, il faut dissoudre l'Union européenne, il faut sortir. Appeler d'autres pays à sortir avec nous et reconstruire une Europe très légère. Frexit ? C'est pas obligatoirement le Frexit. Le Frexit, l'Angleterre est sortie seule. Je veux qu'on sorte et qu'on appelle d'autres pays à reconstruire un truc qui marche. C'est-à-dire une Europe qui marche. Elle a marché à une époque. Qui aurait envie de venir avec nous dans cette aventure ? La France est un grand pays et la France a porté toujours un idéal de liberté. On ne peut pas continuer à voir nos décisions de vie quotidienne prises par des gens non élus, souvent corrompus, qui nous entraînent vers la guerre, qui nous mettent dans la paupérisation. C'est un suicide civilisationnel. Et moi, je pense qu'à un moment, la France est un grand pays et que les Français doivent reprendre leur liberté, doivent décider pour eux-mêmes. Parce que le problème, et j'analyse dans le livre, thème par thème, pourquoi on est paralysé ? Pourquoi rien ne change ? Oui, mais c'est pas un peu facile de dire que si en France rien ne va, c'est à cause de l'Europe. Parce que prenons un exemple concret. Tout à l'heure, on en débattait. En 2025, 60% des étrangers en rétention, qui sont donc dans les centres de rétention, les fameux CRA qui ont été créés dans les années 80, donc 60% des étrangers quand ils sortent de ces CRA, ne sont pas expulsés. Ça, c'est pas un problème européen, c'est parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est un problème français. Dans mon livre, je ne mets pas tout sur l'Europe. Je dis simplement que, par exemple, sur l'immigration, soyons clairs, si on veut avoir une politique migratoire qui marche, comme tous les pays du monde, sauf ceux de l'Union européenne, il faut contrôler sa frontière. Le Premier ministre espagnol a régularisé 500 000 personnes. Ils peuvent venir en France. À quoi ça sert ? Il y a un moment, j'ai analysé, j'ai pris des exemples étrangers, des petits pays, entre guillemets, beaucoup plus petits que nous, ont les leviers de manœuvre, peuvent décider pour eux-mêmes, et sont d'ailleurs beaucoup plus responsables d'eux-mêmes. J'analyse dans le livre comment... Quel est le pays modèle alors ? Mais il n'y a pas de pays modèle. Il y a des pays dans le monde, mais il y a des pays, la Suisse par exemple, en matière agricole. C'est un pays libéral, c'est un pays ouvert, et en même temps, protectionniste. Il y a une politique agricole nationale qui marche très bien. Le Canada a une politique agricole nationale. Nous, on déverse 15 milliards nets, c'est-à-dire on donne 15 milliards de plus qu'on reçoit à l'Union européenne.
Et on a une politique agricole suicidaire qui est en train de tuer notre élevage. Le traité Mercosur, on a été mis en minorité. Donc, il y a un moment, énergie, agriculture, sécurité, immigration, j'explique, c'est concret. J'ai voulu aller au fond des choses, j'ai mis 2 ans à écrire ce livre. J'ai expliqué qu'un pays ne peut résoudre ses problèmes que s'il a la capacité de le faire. Alors bien sûr, il y a des défauts français. J'ai jamais dit que ce serait la solution miracle. À la fin du livre, je fais un scénario fiction. Les normes françaises, c'est pas des Mais normes bien européennes, sûr, c'est des normes il y a les qu'on deux. rajoute aux normes Il y européennes. a les deux. Je dis dans le livre, une fois qu'on a retrouvé notre liberté et notre démocratie, parce qu'il y a un problème démocratique en France, je propose le RIC, le référendum, je veux un usage à la Suisse. Une fois qu'on a retrouvé la démocratie, la liberté, il va falloir se retrousser les manches, oui. Mais on ne peut se retrousser les manches que quand on prend les décisions pour nous-mêmes. Alors, question. C'est pareil pour un individu. Un individu, madame est coach, je crois. Oui. Un individu ne peut se libérer et aller dans une bonne direction que s'il est libre de lui-même. Alors là, Alors, Joël Dagosseri, J'ai Jean pas su- Bonnechuy, Ah bah, avec- je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je prône l'émancipation, mais malheureusement, c'est pas ce que j'ai retrouvé dans votre livre, parce que vous, Monsieur Dupont-Aignan, vous voulez vous émanciper de l'Europe. D'accord, donc ça j'ai bien compris. Mhm. Et ça porte à confusion parce que le titre c'est liberté ou la mort. Moi, quand je lis ça avec mes positions libérales, je me frotte les mains. Je me dis ah waouh, là je vais prendre du plaisir. Attention. Et puis plus je lis le livre et plus ça se coince. Ça commence à devenir désagréable. J'ai l'impression qu'on me prend en tenaille. Parce qu'en fait, vous voulez vous émanciper de l'Europe, mais par contre, à De l'intérieur l'Union du pays, de l'Union européenne. Pas européenne, confondre oui. avec l'Europe. tout Il y a à une belle fait. Europe. Complètement. Et il y a eu une défiguration de l'Europe. On se libère donc de l'Union européenne, Oui, mais pour de ce être système. enchaîné à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que vous êtes un étatiste pire de la pire espèce, pardon de dire ça comme étatiste, ça. Oui, complètement. Un Vous êtes un étatiste. dirigiste, un étatiste. Subvention à gogo, blocage des prix, mais c'est LFI déguisé en liberté. Donc, Allègement des excusez-moi, charges sur les PME. mais Il y a mesures de liberté individuelle. Je refuse Oui. le système DSA. Liberté Oui. sur les réseaux sociaux. Chèque pour les médias. Chaque Français donnerait un chèque média Mais- pour éviter le subvention de toujours les mêmes. Et Mais chaque non, mais- Français choisirait son média, Mais- subventionnerait son mais média. comprenez, Qui paye ce comprenez. Les 4 milliards Nicolas qu'on... qui C'est paye que- Non, les 4 milliards qu'on donne à l'audiovisuel public, Oui. on économise la moitié. Et les 2 milliards qui restent, les Français les donneraient aux médias de leur choix, 50 € par an. Oui, il y a beaucoup de Non, propositions bah là, dis donc, libérales là. dans le livre de... Bah il y a oui, des propositions il y a beaucoup de libérales. Oui, il y a des propositions des libérales, baisses d'impôts, mais de on est, charges. oui, d'accord, Oui. mais on est quand même sur un logiciel assez dirigiste avec une se refait renationalisation pas, d'EDF, par Mais exemple, oui. des choses comme ça. Mais Enfin, parce que EDF, c'est l'escroquerie du siècle. On paye l'électricité 2 fois plus cher qu'avant. Oui. J'estime qu'on peut avoir du libéralisme pour les Reconnaissez. PME. Les autoroutes aussi. Les autoroutes, bien sûr. Les autoroutes, ça coûte 50 milliards. Mais vous plaisantez. Négocier, Non. renationaliser Non. EDF, ça coûte Non. pareil, à peu près 50 Attendez, milliards. EDF, c'est déjà fait. Ouais, mais comment vous Attendez, allez- EDF, c'est déjà fait. Je propose, c'est déjà renationalisé. Oui, mais Je propose de sortir du marché européen, de retrouver la liberté. Comme de- l'ont fait certains pays européens. L'Espagne et le Portugal. C'est tout à fait jouable. On diminuerait la facture d'électricité de 30%. Ça, c'est prouvé. Deuxième point, les autoroutes. C'est du racket. Du racket organisé. Ça, je Le comprends. Ouais, renouvellement des à l'État, concessions. on payait un péage Non, aussi. Le renouvellement des concessions permet d'arrêter ce racket. C'est un racket de 4 milliards d'euros sur le porte-monnaie des Français. Et vous enlevez J'en les ai- péages Et vous enlevez Oui. les péages D'accord. Et je mets une taxe sur les camions étrangers qui traversent la France oui, pour merci, entretenir s'il vous notre plaît, réseau. monsieur Et ça marche très bien. Reconnaissez quand même que l'Union européenne, pour vous, c'est un super bouc émissaire quand même. Parce Non. que je regarde aujourd'hui au sein de l'Union européenne, on a des pays. L'Allemagne s'est réformée tout en étant au sein de l'Union européenne. L'Irlande a des caisses qui débordent, ils savent même plus quoi faire en fait de leur argent, Mais- alors qu'ils sont dans l'Union européenne. Donc reconnaissez quand même que nous avons des marges de Alors- manœuvre que nous n'actionnons pas tout en d'autres étant questions. à l'intérieur de C'est l'Union une européenne. très juste question. Je pense cependant que sur les grands défis d'aujourd'hui, nous sommes paralysés par une prison qui s'appelle l'Union européenne. Tout est décidé par des gens qui ne sont pas élus. Et la crise démocratique, la vraie crise démocratique. Pourquoi les Français, j'ai entendu vaguement la fin de votre émission, sont écœurés de tout? Parce qu'ils élisent des gens qui servent à rien. Ils servent à rien, nos élus, puisqu'ils ne décident plus rien. Bah, Ils surtout vont à là, il y a plus de Bruxelles, majorité, là. ils vont à Bruxelles demander des ordres de gens qui ne sont pas élus. Moi, je veux remettre en marche la démocratie française. C'est un changement fondamental. Jean-Loup. Après, les Français trancheront.
ils trancheront s'ils veulent plus de libéralisme, moins de libéralisme. Mais est-ce qu'on peut pas un jour faire confiance au peuple français ? Ça, je suis d'accord. Jean-Loup Bonamy. Quand même, un jour. Jean-Loup. Attendez, le peuple français, il a été bafoué, il avait voté non en 2005, d'accord, mais enfin, là, le on l'a peuple- bafoué. D'accord, mais le peuple français, il n'a pas donné de majorité, ce qui fait qu'on est dans Oui, le mais parce qu'il a bien compris que c'était des pantins et qu'on mettait des gens qui allaient chercher des ordres ailleurs. Nous sommes un pays colonisé par les États-Unis, par la Chine, par Bruxelles. Il y a un moment, il faut se décoloniser. C'est-à-dire reprendre notre liberté. Jean-Loup boit du petit lait, là. Ah bah, moi j'ai beaucoup apprécié votre livre qui est argumenté, documenté. Donc vraiment, j'en recommande vivement la lecture à tous nos auditeurs. Et donc vraiment, le livre est très, très intéressant. Surtout, je remarque quelque chose, c'est que les gens du camp d'en face, les européistes, ne répondent jamais sur le fond. C'est des propos généraux à dire « oui, mais tout seul, on ne peut pas y arriver, on est trop petit ». Alors que vous donnez l'exemple de beaucoup de petits pays, même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Le Salvador. Qui qui fonctionnent très bien sans être dans ces grands ensembles mortifères comme l'Union européenne. Et je vois que les européistes ne répondent jamais sur le fond. Sur le marché européen de l'électricité, ils répondent jamais. Voilà. Donc je constate déjà ça. Je constate également que vous êtes l'un des rares à parler de l'international, où vous avez une vraie connaissance des pays, du monde africain, du monde arabe. Et enfin, vous pointez du doigt justement que en fait nos gouvernants, on en parlait tout à l'heure à propos de Monsieur Lecornu, ne gouvernent plus rien, n'ont plus aucun pouvoir. Ce sont les Gauleiters de la province France dans l'ensemble germano-européen qui nous colonisent. Donc bravo pour votre livre. Et donc justement, comme on parlait de l'international, j'aimerais qu'on aille un peu sur un autre sujet. J'aimerais savoir votre position sur justement plus d'actualité sur la crise iranienne. Et que feriez-vous si vous étiez aux affaires ? J'étais un des rares à contester cette décision de bombardement. Eh ben bravo. Et j'ai été là aussi mis à l'index. On ne change pas un pays en bombardant ses populations. Voilà. J'ai dit à l'époque, mais ultra minoritaire, et j'ai dit que plus on allait bombarder les Iraniens, plus le régime allait se renforcer. C'est une évidence, c'est du bon sens. Et voilà, on arrive à une catastrophe. Raison. Et je veux aussi, pas seulement l'Union européenne, en fait, je pense que les dirigeants français sont exactement comme les dirigeants des anciennes colonies françaises, complètement aliénés dans leur tête, à des intérêts étrangers qui pillent le pays. Je pense ça vraiment. Et je pense que nos dirigeants français ne sont plus aptes parce que ils ont peur de diriger. Ils ont peur d'assumer leurs choix. Et les Français les respecteront. On peut respecter un adversaire. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être en désaccord avec la politique que je propose dans la troisième partie, mais au moins on reconnaîtra que je traite les Français en adultes. Et quand je vois les forces politiques qui se dessinent pour la présidentielle, moi je pensais pas être candidat à nouveau, je vais être très franc avec vous. Je m'étais dit, allez, une quatrième, c'est fini, j'arrête. Et quand je vois cette espèce de déliquescence morale, psychologique de nos candidats à la présidentielle, qui veulent plaire au système. Même Jordan Bardella ? Mais qui veut tellement plaire au système que nous, on a beaucoup d'adhérents du RN qui viennent à Debout la France, tout simplement parce que, ou de LR, ou de gauche parfois, de gauche républicaine, parce qu'ils disent, au moins il y a une ligne. Je vais défendre à la présidentielle une ligne. Et je suis totalement libre dans ma tête. Et surtout, totalement libre. Alors attendez, parce qu'il reste beaucoup de temps. Abel. Vous êtes quand même un phénomène politique. Ah bon ? Si j'étais taquin, je dirais un mix entre Pierre de Coubertin et Highlander. J'ai l'impression que depuis que je suis adulte, je vous vois à toutes les élections présidentielles. Pour être plus sérieux, vous êtes un homme très cultivé et je pense qu'il y a une chose qui n'est pas faite au hasard, c'est déjà le titre du livre. La liberté et la mort, c'est le titre du roman de Nikos Kazantzakis qui est sorti dans les années 50, qui parlait déjà de la bataille des Crétois contre l'emprise de l'Empire ottoman. Et quand on lit votre bouquin, on voit que vous étiez le Crétois et l'Empire ottoman, c'était d'abord l'UMP qui avait trahi le gaullisme et trahi Philippe Seguin. Et vous invitez les Français à être ces Crétois qui vont... L'Empire ottoman, aujourd'hui, c'est la mondialisation, l'OTAN, l'Europe et les politiques déconnectées. Avez-vous un mot pour la jeunesse, tout simplement ? Parce que moi, je vous ai beaucoup écouté et j'ai l'impression que vous faites la même erreur que beaucoup de politiques, c'est-à-dire vous opposez la jeunesse des quartiers populaires à la jeunesse des campagnes qui subissent exactement le même sentiment d'abandon. Moi, j'aime parler de la jeunesse avec les hauts gradés militaires parce que eux, quand vous parlez avec eux, ils maîtrisent vraiment le sujet. Les politiques sont toujours éclatés. Alors, et dernière question rapidement, quand on lira votre livre dans 50 ans, que voulez-vous que l'on retienne de vous ? Vous avez été C'est pas qu'il avait raison. Parce qu'avoir raison, et sur la jeunesse, avoir raison et ne pas y arriver, c'est il a contre tous, au début,
eu le culot, la folie, l'inconscience de se présenter et il a sauvé le pays. Deux questions d'actualité. C'est prétentieux. Vous n'avez pas répondu Et sur quant la à la jeunesse, je vais vous dire, la jeunesse, justement, parce que je suis élu et j'ai pas été réélu à 80% avec les idées politiques que j'ai dans une ville de banlieue par hasard, c'est que la jeunesse, je ne fais aucune différence entre les jeunes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Et je suis un des rares là-dessus. Et j'ai jamais fait commerce de ça. Et la jeunesse reprendra espoir dans la France quand la France redeviendra un pays. Voilà, c'est tout. Un pays libre. Et non plus une colonie. Et pas une colonie. Oui, mais comment l'unir, celle des campagnes et celle des quartiers ? Ouais. Deux questions d'actualité. Les voyages des ministres en Algérie. Après M. Nunes, le ministre de l'Intérieur, c'est Gérald Darmanin qui était hier en Algérie. Il a rencontré le M. Tebboune. Est-ce que c'est la bonne méthode, la méthode plus douce que Bruno La prostitution d'État. La prostitution d'État. Oui, c'est de la prostitution d'État. Donc, si ça sauve Christophe Glaise, je dirais, il s'est prostitué, il a sauvé Christophe Glaise, mais je pense pas que ce soit la bonne méthode. Maintenant, il y a le destin d'un homme, donc je veux pas faire de polémique là-dessus, mais après, il faut arrêter. Il faut dénoncer les accords de 68, il faut retrouver une relation noble avec l'Algérie, et je ne confondrai jamais le peuple algérien, qui souffre beaucoup, des dirigeants algériens. Et ça, c'est très important. Donc moi, je ne veux pas faire commerce d'un conflit imaginaire entre la France et l'Algérie, parce que le peuple algérien, il aime la France, contrairement à ce qu'on dit, mais il a des dirigeants qui font commerce d'une haine recuite et cuite pour se maintenir au pouvoir. Et je ne pense pas que d'aller les câliner et leur cirer les pompes soit la bonne solution. Et puis le film L'Abandon, qui raconte les derniers jours tragiques du professeur Samuel Paty, est-ce que ce film doit être diffusé dans les écoles ? Je ne sais pas là-dessus, mais en tout cas, j'ai pas vu le film. Et heureusement qu'il y a la liberté d'avoir un film. Et j'ai vu les critiques du film, je me suis dit, mais on est chez les fous. Au nom de quoi on peut critiquer un film là-dessus ? Un drame. Après, sur les écoles, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu le film. Quand je verrai le film, je vous dirai. Et puis l'école, ça veut dire quoi ? Si c'est le lycée, aucun problème. Si c'est le collège, on verra. Et si c'est le primaire, il faut peut-être arrêter. Tout à l'heure, c'était la discussion que nous avions avec nos auditeurs au 32-16. Mais il va se passer quoi d'ici 2027, Nicolas Dupont-Aignan ? Tout est possible. Et moi, si vous voulez, je veux appeler les Français à penser par eux-mêmes. Voilà, à penser par eux-mêmes. Il y aura une colère, il y aura un mouvement social à la rentrée. Je pense que la proximité de l'élection présidentielle peut éviter peut-être un mouvement de colère sociale et protestataire, mais il faut que l'élection présidentielle serve à quelque chose. Moi, c'est pour ça que je suis candidat. Si l'élection présidentielle, c'est pour faire deux images, Bardella, Édouard Philippe, construites par un système... Ou Bardella-Mélenchon. Ou Bardella-Mélenchon. Mélenchon, que je combats totalement, au moins une ligne claire. Voilà, je le combats complètement. Mais... c'est une personnalité qui a une ligne. Mais Édouard Philippe et Bardella qui vont faire la course à plaire à un système qui s'effondre, la maison s'effondre sur eux, ils veulent plaire à la maison. Mais moi, je veux aller en dehors de la maison, je veux fuir cette maison. Mais tout est possible. Mais vous dites quatrième candidature, bon, j'ai réfléchi, mais il semble-t-il, certains comme Marion Maréchal aimeraient quand même vous voir rejoindre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, on ne sait pas encore qui sera candidat, comme vous l'avez fait d'ailleurs précédemment. Non, je l'ai fait au second tour face à Emmanuel Macron. Pour que le mouvement soit plus fort, c'est-à-dire être unis dès le premier tour. J'ai toujours été exemplaire dans l'unité. Je n'ai pris plein la gueule en votant contre Emmanuel Macron et en soutenant Marine Le Pen en 2017. Mais l'unité au second tour, c'est pas l'unité au premier tour, surtout s'il n'y a pas de clarté dans le projet. Moi, Jordan Bardella, c'est pas clair pour vous ? Pour moi, c'est pas clair. Et il y a une différence fondamentale, c'est que pour mettre en œuvre ce qu'il veut mettre en œuvre, et avec lequel je suis d'accord sur certains points, parce que je vais pas nier des proximités, comme il y en a avec d'autres, il faut être libre de le faire. Mais expliquez-moi comment on va réduire l'immigration et assimiler ceux qui sont sur notre sol sans contrôler nos frontières. Expliquez-moi comment on va changer l'Europe de l'intérieur quand il y a 22 pays contre nous sur le Mercosur. Expliquez-moi comment on va... Donc, tout ça, c'est des fadaises. Il faut maintenant dire la vérité aux Français. Moi, je veux dire la vérité pendant cette campagne. J'ai 1 an pour parcourir la France et dire on peut s'en sortir autrement. Voilà. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être passé par les GG. Nicolas Dupont-Aignan, 2027, la liberté ou la mort. Le livre est aux éditions. Dès le début de son intervention, Nicolas Dupont-Aignan se présente comme une alternative au grand parti qui domine la vie politique française depuis plusieurs décennies. Selon lui, la France traverse une crise profonde. Crise économique, crise sociale, crise démocratique,
crise sécuritaire. Pour le candidat, les gouvernements successifs ont progressivement affaibli l'État tout en laissant les Français perdre confiance dans leurs institutions. Il affirme donc vouloir redonner à la France sa souveraineté politique, économique et industrielle. Le titre même de son livre donne le ton. Pour Nicolas Dupont-Aignan, la France se trouve aujourd'hui à un tournant historique. Selon lui, le pays doit choisir entre retrouver sa liberté d'action ou poursuivre une trajectoire qui conduirait à davantage de dépendance économique, financière et politique. Il critique notamment certaines décisions prises au niveau européen qu'il juge contraires aux intérêts nationaux. Selon lui, l'État doit retrouver les moyens de protéger les citoyens et de défendre les intérêts stratégiques du pays. Au cours du débat, Nicolas Dupont-Aignan a détaillé plusieurs mesures économiques. Parmi celles-ci figurent notamment le soutien aux entreprises françaises, la relocalisation industrielle, la défense des services publics, le renforcement de l'indépendance énergétique, mais également des propositions plus interventionnistes comme le blocage temporaire de certains prix ou l'intervention de l'État dans des secteurs stratégiques. Selon lui, lorsque les intérêts fondamentaux du pays sont en jeu, l'État doit pouvoir agir rapidement pour protéger les citoyens. C'est précisément sur ce terrain que le débat s'est tendu. Joëlle Dagosseri a contesté la cohérence du discours de Nicolas Dupont-Aignan. Selon elle, il est contradictoire de parler de liberté tout en proposant davantage d'intervention de l'État dans l'économie. Elle estime que les nationalisations ou le blocage des prix constituent des mesures dirigistes qui risquent d'affaiblir la liberté économique. La chroniqueuse est même allée jusqu'à qualifier Nicolas Dupont-Aignan de étatiste de la pire espèce. Une formule qui a immédiatement provoqué une réaction du candidat. Face à ces critiques, Nicolas Dupont-Aignan a défendu sa vision. Selon lui, il existe une différence entre un État bureaucratique qui contrôle tout et un État stratège qui intervient lorsque l'intérêt national est menacé. Il affirme que son objectif n'est pas de restreindre les libertés, mais au contraire de protéger les Français contre certaines dérives économiques. Pour lui, laisser totalement faire le marché peut parfois conduire à des situations où les citoyens perdent de même leur liberté à cause de la précarité ou de la dépendance économique. Il défend donc l'idée d'un État capable d'agir lorsque cela est nécessaire. Comme de nombreux responsables politiques, Nicolas Dupont-Aignan a également mis l'accent sur le pouvoir d'achat, hausse des prix, inflation, coût de l'énergie, difficultés de logement. Selon lui, ces préoccupations constituent aujourd'hui les principales inquiétudes des Français. Il estime que les politiques économiques actuelles n'ont pas permis de répondre efficacement à ces problèmes. Et il promet des mesures fortes pour améliorer le quotidien des ménages. L'un des thèmes récurrents de son intervention reste la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté énergétique, souveraineté industrielle, souveraineté politique. Pour Nicolas Dupont-Aignan, la France doit retrouver davantage de maîtrise sur ses choix stratégiques. Il considère que de nombreuses décisions essentielles échappent aujourd'hui aux citoyens et aux élus nationaux. Cette vision constitue l'un des piliers de son projet. À l'approche de 2027, Nicolas Dupont-Aignan espère apparaître comme une alternative entre les grands blocs politiques déjà en place. Mais la concurrence s'annonce rude. Entre la majorité présidentielle, le Rassemblement national, la gauche et les autres formations souverainistes, la bataille électorale s'annonce particulièrement disputée. Son défi sera donc de convaincre les électeurs que son projet est à la fois crédible et réalisable. Lors de son passage dans les grandes gueules, Nicolas Dupont-Aignan a défendu avec conviction les grandes lignes de son programme présidentiel. Face aux critiques de Joëlle Dagosseri, il a assumé ses propositions économiques et sa vision d'un État plus protecteur. Mais ce débat a également mis en lumière une question fondamentale qui traversera probablement toute la campagne présidentielle. Faut-il davantage d'État pour protéger les Français ou au contraire plus de liberté économique